Donc là, vous avez vu des travailleurs spécifiques, des catégories de travailleurs spécifiques. Parfois, les personnes ne se rendent pas compte d'être classés comme des travailleurs migrants. Donc, parfois, ils sont... Maria, please unmute yourself. Okay, so let me take this again. So first of all, je reprends. Donc, on a normalement les travailleurs transfrontaliers qui ne sont pas résidents dans le pays, mais ont permis de travailler dans le pays et ils arrivent dans le pays à intervalles réguliers. Ensuite, on a les travailleurs saisonniers. Encore, ils ne sont pas résidents dans le pays et leur travail dépend des saisons, des conditions normalement. Donc, ils ne vont travailler dans le pays que dans une partie du pays. Et parfois, ils sont capturés comme non-travailleurs. Ensuite, on a les réfugiés et les demandeurs d'asile qui travaillent. Donc, ils ont reçu un permis de travail et ils sont, ou pas, mais ils ont le statut de réfugiés. Ensuite, on a les travailleurs domestiques étrangers qui sont employés par un résident du pays et les travailleurs qui travaillent dans des installations qui les rend difficiles à être classés, dans des installations offshore. Donc, on peut parler de travailleurs domestiques étrangers, des travailleurs itinérants ou bien même des étudiants étrangers qui travaillent ou cherchent un travail. C'est un autre concept, le concept de pour travail. Pour les migrants internationaux. Ça, c'est un mouvement de personnes d'un pays à l'autre pour chercher du travail ou travailler. Et lorsqu'on parle de statistiques, ce concept inclut tous les migrants internationaux dans un pays autre que leur résident normal. Et donc, on parle des résidents usuels et non usuels qui sont rentrés dans le travail pour un objectif clair de rechercher un travail. Donc, en ce cas, les travailleurs, les migrants internationaux sont compris ici. Et donc, ils ont l'intention de chercher un travail, un emploi. Ils ont l'intention déclarée au moment de l'entrée dans le pays. Donc, cela a été documenté, cela a été enregistré dans les registres officiels de l'immigration ou dans tout autre document. Et ensuite, un autre concept et définition, c'est les migrants internationaux de retour. Pour mesurer l'expérience de travail des personnes qui rentrent après un cycle migratoire. Donc, normalement, ces migrants sont définis comme tous les résidents
actuels qui, à l'avance, ont été des travailleurs migrants à l'international dans d'autres pays. Donc, cela est fait indépendamment du statut de travail actuel et inclut aussi ceux qui ont travaillé auparavant à l'étranger sans être des résidents usuels du pays où ils ont travaillé. Donc, il faut avoir passé une période minimale dans le pays, peut-être au moins 6 mois, et il faut les calculer sur une base cumulative des périodes de migration. Et non, ou bien, dans le deuxième cas, une période minimale de 12 mois à 5 années. Donc, la migration de main-d'œuvre de travail international est caractérisée par des catégories spécifiques. Donc, la direction, donc l'entrée et la sortie du pays d'origine et de destination. Ensuite, on parle de durée de séjour et de la nature du séjour. Donc, il faut bien faire ces distinctions pour avoir des statistiques fiables. Et maintenant, on regarde la base de données. Donc, les statistiques concernant les migrants, les travailleurs migrants internationaux. À l'intérieur de la base de données de ILOSTAT, donc là, vous voyez la page et l'ensemble d'indicateurs statistiques sur la migration de main-d'œuvre internationale. Donc, la base de données est fondamentale parce que maintenant, la migration est une priorité dans l'agenda global. Donc, normalement, une bonne qualité de données est la base de la production de politiques bien informées. Comme je l'ai dit, la base de données est intégrée à l'intérieur de la base de données ILOSTAT de l'OIT. Donc, la base de données a des données qui comparent ces trois éléments. Donc, on a une mémoire de données sur les migrants internationaux qui sont présents dans le pays où les statistiques sont prises. Et normalement, on regarde pour faire ça des indicateurs du marché du travail usuels, comme par exemple la population qui est en âge de travail, l'emploi, le chômage et les revenus. Ensuite, on a le flux entrant de migrants internationaux qui arrivent dans le pays où les statistiques sont faites, qui est en ce cas, ils sont désagrégés par lieu de naissance, nationalité, sexe, âge, et ainsi de suite. Et ensuite, on a les ressortissants à l'étranger. Donc, on prend l'ensemble des ressortissants à l'étranger. On prend les flux de migrants de retour et les flux en sortie des ressortissants.
Donc là, il y a un exemple d'indicateurs du marché de travail et en particulier en ce cas, la population en âge de travail divisée par sexe, âge et lieu de naissance ou pays de naissance, l'emploi par sexe, âge et lieu de naissance ou bien activité économique et lieu de naissance, ainsi de suite. Donc là, vous voyez comme les données sont collectées sur la base des personnes et ensuite, on calcule les indicateurs. Donc, on fait ensuite une connexion et on peut retrouver toute faute. Là, vous voyez les indicateurs entrants, des flux entrants, sur la base, par exemple, du critère de la nationalité, par sexe, par niveau d'éducation, par occupation, activité économique, et ainsi de suite. Et finalement, vous avez les indicateurs concernant les ressortissants du pays à l'étranger. Et encore une fois, la désagrégation est faite dans la même manière, par sexe et éducation, activité économique et occupation. Donc, pour comprendre les expériences des travailleurs migrants, bien sûr, les données doivent arriver de plusieurs sources, comme vous le voyez dans la présentation. Mais beaucoup d'informations peuvent arriver directement dans des questionnaires des travailleurs, de la main-d'œuvre en général, mais il faut aussi reposer beaucoup sur les documents officiels. Donc, on cherche pour mettre ensemble ces différentes sources pour éviter les déviations. Donc, cela vous montre le taux de réponse du questionnaire, du dernier questionnaire. Comme vous voyez, c'est très divers et malheureusement, ce n'est pas toujours très performant. Nous savons bien sûr qu'il existe un manque de participation, donc certains projets ont du mal à progresser à cause de ça. Donc, Okay, okay, that's all right. So in this region, donc, parlons de l'Afrique du Sud. Un bon tas de pays qui ont de bons indicateurs statistiques sur les migrants. Donc, une fois qu'on a ces données sur les migrants, ensuite, on peut désagréger les indicateurs. Mais il faut comprendre si on s'intéresse aux groupes qui seraient fondamentaux pour nos statistiques. Donc, par exemple, juste un pays en Afrique du Sud a de bons indicateurs de flux entrants ou un autre qui a des bons indicateurs sur les ressortissants
à l'étranger. Et c'est pas le même pays, par contre. Donc, comme vous le voyez, le manque de données est tel qu'il est difficile de produire de bons statistiques. Donc, on voit les lacunes existantes concernant la situation à niveau mondial, non seulement en Afrique du Sud. Donc, normalement, les lacunes qu'on retrouve concernent les indicateurs statistiques sur la migration de main-d'œuvre internationale. Donc, il est très important de partir des informations de base, des données de base. Donc, par exemple, si on n'arrive pas à capturer des données, tout comme les pays d'origine, donc le lieu de naissance ou la nationalité, ça va être très difficile de produire des statistiques sur l'immigration de main-d'œuvre. Non seulement ça, mais ensuite le stock de données qu'on arrive à capturer sur les flux entrants et sortants est très, très limité. Et donc, voilà pourquoi les statistiques sont limitées aussi. Donc, il y a beaucoup de travail encore à faire dans ce domaine. Donc, il existe des solutions pour combler ces lacunes. Et premièrement, c'est d'identifier un point focal. Je le dis toujours. Donc, si un projet veut arriver à la fin avec succès, il faut avoir un point focal parce qu'il faut avoir un responsable pour la compilation des statistiques sur les migrants internationaux. Il existe beaucoup d'initiatives et d'activités dans la région de l'Afrique du Sud. Peut-être il faudrait une meilleure coordination et collaboration entre les différents sujets, entre les différents acteurs. Je parle de l'Union africaine, par exemple. J'ai participé. Donc, si on arrive à avoir une meilleure coordination, cela va aider aussi la construction d'une bonne base de données. Donc, je redonne la parole à Jessie parce que je suis en retard, je crois. Go straight on, OK, donc je vais directement à la section sur les données existantes à niveau global et régional. Je vais quand même laisser du temps pour la discussion après. Alors, pour ce qui est de la question que j'ai posée au début de la question, je voudrais maintenant passer à une autre question. Alors, après avoir entendu la présentation de Maria et les types de données qui sont produits, les caractéristiques techniques et les défis que nous avons vu. Alors, en tenant compte des statistiques que vous utilisez, réfléchissez sur le type de données ou de statistiques sur la migration de main-d'œuvre que vous aimeriez voir et avoir à votre disposition pour pouvoir améliorer le fonctionnement et l'efficacité de votre institution. Voilà, réfléchissez également sur ce point. Alors, quelles sont les données qui existent sur la migration de main-d'œuvre au niveau mondial? Il y a quelques années, l'OIT a produit un document qui s'appelle l'estimation globale sur la migration de main-d'œuvre internationale. Donc, c'est une estimation qui présente donc
les tendances principales de migration de main-d'œuvre. Et c'est une estimation qui a été menée au travers d'un questionnaire en utilisant les définitions et les concepts qui ont été qui sont mentionnés dans les lignes directrices de la conférence internationale sur les statistiques et non seulement même se basant sur les données désagrégées, sur les données également qui manquent dans certains pays. Donc, on a utilisé le panorama de données disponibles. Donc, c'est une estimation qui essaye d'identifier également la distribution au niveau plus ample en utilisant des données désagrégées. Et c'est une estimation qui a présenté beaucoup de défis. Même les données internationales à disposition ont été utilisées et même d'autres sources de données nationales standardisées. Alors, juste pour vous donner un aperçu, on commence du niveau mondial et on arrive au niveau régional. Le rapport estime qu'il y a au niveau mondial presque 258 millions de migrants. 90% de ces migrants sont en âge de travail. Donc, la plupart des migrants, presque la majorité des migrants, même s'ils ne travaillent pas, ils sont en âge de travailler. Et 234 millions de migrants ont plus de 15 ans. 70% des migrants en âge de travail sont actifs du point de vue économique. Et nous avons également 61,6% de non-migrants. Donc, ce graphique que vous voyez vous montre un petit peu le panorama des travailleurs migrants. Les travailleurs migrants, en moyenne, au niveau mondial, cela dépend évidemment des différents pays. En tout cas, les travailleurs migrants sont plus actifs par rapport aux non-migrants. Et cela a un impact important au niveau du marché du travail. On peut se poser la question pourquoi les migrants sont plus actifs par rapport aux non-migrants en âge de travail. Bon, il y a plusieurs raisons. En tout cas, on a pu faire des estimations. C'est donné juste pour vous montrer comment on peut utiliser les données pour définir des tendances. Si nous prenons en considération le même document concernant l'Afrique subsaharienne, les chiffres changent un petit peu. 75% des migrants en Afrique subsaharienne sont en âge de travail, 68,9% des migrants en âge de travail sont actifs du point de vue économique et le taux de participation est différent par rapport aux non-migrants. Donc, en ce cas-là, nous avons 69,2% de non-migrants. Donc, en ce cas-là, il y a une distinction par rapport aux estimations mondiales que nous avons vues auparavant, la distinction entre migrants et non-migrants. Donc, cela signifie qu'il y a beaucoup de travailleurs migrants qui sont à la recherche d'un emploi et qui ne sont pas actifs. Et c'est la situation au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et c'est une estimation globale qui a été faite par l'OIT en collaboration avec le département de migration et le département de statistiques. Même l'Union africaine a élaboré une estimation et je crois que vous avez déjà les informations en ce sens. Et avec le programme de migration conjointe avec la coopération de
de l'OIM, l'OIT, l'Union africaine et d'autres partenaires, il y a des données similaires qui ont été produites et en utilisant un questionnaire similaire, en se concentrant notamment sur le continent africain. Et donc, c'est un rapport qui a permis de profiler un petit peu les migrants. Le rapport de l'Union africaine est le deuxième rapport qui a acquis des données de 2008 à 2017. Et il y a eu donc une deuxième édition qui synthétise les informations statistiques pour la période de 10 ans, 2008-2017, sur la base de la première édition qui avait été basée sur les données de 2008 à 2015. Il y a eu des pas en avant et c'est vrai que quand même, il y a des chiffres différents par rapport au rapport qui a été élaboré par l'OIT. Cela probablement en raison de procédures de collecte de données différentes et en raison également de manque de données. Et c'est vrai que dans la zone africaine, finalement, il y a très peu de données sur la migration et il y a très peu de rapports qui ont été élaborés au niveau continental qui présentent des données sur la migration. Il y a des défis importants pour pouvoir définir des statistiques sur la migration de main-d'œuvre. Mais cela, en tout cas, montre qu'il y a une marge de manœuvre importante. On peut travailler pour avoir des mécanismes de collecte de données qui soient efficaces. Pour ce qui est de l'estimation de la SADC sur les travailleurs migrants internationaux, nous pouvons dire que nous avons 84% de migrants dans la région de la SADC qui sont en âge de travail. 73,5% des migrants en âge de travail sont économiquement actifs et 59,9% des non-migrants. Donc, en ce cas-là, il y a une différence encore par rapport à ce que nous avons vu auparavant, mais cela signifie que les migrants, en ce cas-là, sont très actifs du point de vue économique. Alors, ce qui est important, c'est que les statistiques aident à la formulation des politiques. Mais même en ce cas-là, nous avons eu des défis importants. Dans la plupart des tableaux de données collectées, il y a une réponse assez faible de la part de plusieurs pays. Donc, il y a des indicateurs qui peut-être ne sont pas si efficaces. Entre 11 et 13 pays de la région ont fourni des données, mais finalement, il y a des problèmes en termes de temps de présentation des données. Même les sources de données, souvent, ne sont pas trop fiables. Et donc, il y a des défis importants pour ce qui est de la collecte des données. Et si on considère les données désagrégées, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de données qui manquent. Comme Maria l'a dit, finalement, les données désagrégées ne sont pas suffisantes. Donc, cela signifie qu'on a vraiment besoin de collecter les données et si les données meilleures que nous avons à notre disposition pour produire des politiques au niveau de la région, en ce cas-là, dans la région de la SADC, ne sont pas fiables, finalement, cela a des retombées au niveau de la formulation et de l'élaboration des politiques. Donc, il est important d'avoir des données qui puissent permettre une élaboration informée des politiques. Si on n'a pas de données fiables, cela aura de retombées au niveau pratique sur les pays. Donc, il est important
de collecter de données qui soient bien spécifiques et qui reflètent les données au niveau régional et au niveau des pays pour bien comprendre ce qui se produit effectivement dans la réalité. Et je voulais juste souligner ce point-là. Ici, vous voyez, il y a les tableaux qui ont été rédigés dans la région de la SADC. Donc, les tableaux concernent la population totale, la main-d'œuvre totale. Et vous voyez, 45% de ces tableaux ont été remplis. Donc, cela signifie qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous n'avons pas obtenu même pas la moitié des remplissages. Donc, il y a même des tableaux qui ont été complétés à 15% ou à 2%. Donc, cela signifie que les lacunes en termes de données sont encore trop grandes. Et si on considère, par exemple, la sortie des nationaux, la sortie des migrants par sexe, par niveau d'éducation, nous n'avons même pas de données. Cela pour montrer que quand même, il y a une opportunité d'étendre notre action. Donc, il y a la possibilité de travailler pour une meilleure collecte. Cela dit, je voudrais reprendre un petit peu certains des aspects plus techniques et je vais me concentrer un petit peu sur les données en tant que telles. Alors, comment pouvoir travailler vers une harmonisation meilleure et dans la zone de l'Afrique du Sud? Alors, nous devons penser au rapport sur la migration de main-d'œuvre spécifique pour chaque communauté économique et régionale. Nous devons penser à des observatoires pour pouvoir soutenir l'harmonisation non seulement au niveau du pays, mais même au niveau régional et continental. Les données comparables permettent d'avoir davantage d'harmonisation et de mieux refléter la réalité nationale et continentale. Comment soutenir ce processus? Nous pouvons travailler au niveau du développement de capacités pour ce qui est des producteurs et des utilisateurs de données. Nous pouvons soutenir les activités de collecte de données, non seulement les statistiques, mais également pour ce qui est des données administratives. Et nous devons renforcer la collaboration régionale et l'échange dans les mois qui viennent. Il y aura des rencontres parmi les experts de collecte de données justement pour travailler sur ces aspects. Comme je vous disais, nous soutenons le projet SAM soutient la collecte des activités, opère au niveau de la coordination et de la coopération des différents partenaires. Donc, il est important qu'il y ait des collaborations étroites et nous devons renforcer l'échange dans plusieurs domaines. Donc, nous devons collecter des données sur les réfugiés, sur les travailleurs migrants, parce que c'est évident qu'une collecte meilleure pourrait avoir de retombées positives également sur la migration en tant que telle. Et nous devons renforcer le travail au niveau régional, au niveau des parties prenantes impliquées. Et nous devons vraiment essayer de travailler de manière conjointe. Dernière chose sur laquelle je voudrais revenir avant de laisser la parole aux participants pour les questions et les réponses. Je voudrais mentionner l'observatoire du marché de main-d'œuvre et les indicateurs minimum. L'idée est que nous produisons, l'objectif est celui de produire une base de données
au niveau de la région de la SADC, un observatoire qui doit avoir une structure de gouvernance inclusive et qui intègre les informations sur les marchés de travail, sur la migration de main-d'œuvre, les compétences dans la région, sur la base d'indicateurs de marché standardisés. Donc, il est important de collecter en ce sens les informations sur les salaires, sur la distribution de revenus, et cela pour bien connaître également les tendances au niveau des différents secteurs. Nous devons collecter des données désagrégées et nous devons utiliser des indicateurs tels que la population totale, la population économiquement active, les employés, les heures de travail moyennes, les salaires moyens, le nombre de demandeurs d'emploi qui, par exemple, n'ont pas trouvé d'emploi, etc. Donc, c'est l'objectif d'avoir un observatoire de ce type et de mieux structurer l'action au niveau du projet également. Nous voulons utiliser les mêmes indicateurs, les mêmes données désagrégées qui sont utilisées pour les estimations concernant les migrants. Cela dit, le projet SAM propose au niveau régional le développement d'une série minimum d'indicateurs pour pouvoir mesurer les tendances en matière de migration et pour pouvoir fournir une réponse efficace sur la base des données et permettre une gouvernance. Les indicateurs minimums sont les suivants, ce que vous voyez à l'écran. Donc, tout d'abord, ce que nous voulons collecter comme indicateur, la population, disons la part de travailleurs dans un âge de travail, la participation des travailleurs migrants par rapport à la population locale et mesurer finalement les tendances entre les pays de destination et d'origine. Donc, bien sûr, on souhaiterait avoir des données plus claires pour les intégrer dans l'observatoire des indicateurs sur le marché de travail. Ce serait encore mieux de pouvoir étendre ces indicateurs à plusieurs catégories, à plusieurs domaines, parce que bien sûr, si on peut travailler même sur les conditions de travail, par exemple, des travailleurs migrants internationaux ou leur accès à la sécurité sociale et leurs compétences, ça va intégrer, bien sûr, la portée des données. À ce propos, intégrer ces différentes dimensions, par exemple, les compétences, ça va aider comprendre la divergence des compétences demandées et proposées, non seulement à niveau national, mais aussi international. Pour ce qui est de la région SADC, par exemple, cela pourrait aider la création d'un cadre de référence des compétences et des qualifications des pays de la région. Donc, cela pourrait devenir un mécanisme idéal pour comprendre l'inadéquation ou l'incompatibilité des compétences encore existantes et améliorer vers une harmonisation totale. En continuant sur ces différentes facettes, il faudrait comprendre, par exemple, la vulnérabilité à l'exploitation à travers l'exposition aux frais de recrutement illicites, par exemple.
où ces coûts sont prélevés directement des salaires des travailleurs. Et encore une fois, ces données pourraient aider à avoir une idée de la vulnérabilité si accompagnées des données sur la traite et le trafic. Et ensuite, il faut regarder l'accès au marché du travail des réfugiés pour comprendre leur taux d'emploi et la durée de l'emploi. Tout ce type de données serait très important pour assurer aux réfugiés l'accès à leurs droits. Donc, merci. Je vous remercie de l'attention. Donc, je vais donner la parole à notre modérateur pour avoir un petit peu de temps pour des commentaires, des réflexions, des questions. Malheureusement, j'ai pas pu suivre la chat pendant la présentation. Donc, je donne la parole, comme je le disais, au modérateur et merci beaucoup, je suis disponible. Merci, Jess et Maria. Oui, on a quelques questions qui sont déjà prêtes et des autres qui sont en train d'arriver. Mais on a encore 20 minutes à peu près à dédier aux questions et réponses. Donc, je vais lire. Alors, est-ce qu'il est… Donc, vous avez déjà répondu à quelques questions, en effet. Je ne sais pas si vous les avez lues et les commentaires que je vois confirment que peut-être la présentation a déjà répondu à certaines questions. Donc, beaucoup sont en train d'arriver, en effet. Donc, laissez-moi les retrouver. Par exemple, combien de pays au SADC ont des quotas pour ce qui est des politiques d'emploi? Oui, combien de pays ont des pourcentages dédiés à certains groupes de population dans leur politique d'emploi? Peut-être je devrais laisser répondre à mes collègues experts de migration de main-d'œuvre. Parce que je ne suis pas expert dans ça, donc peut-être Théo peut mieux répondre à cette question. Théo, tu sais combien de pays ont des quotas, des pourcentages? Ok, alors on continue avec les autres questions et ensuite on reprend les questions qu'on avait laissées de côté. La deuxième, c'est quel type d'indicateur il faut considérer lorsqu'on organise une base de données de statistiques sur la migration de main-d'œuvre pour avoir un suivi des politiques de migration de main-d'œuvre qui répondent aux nécessités du pays. Merci. Donc, c'est une question intéressante. J'ai dit quelque chose, en effet, lorsque j'ai présenté les indicateurs pour la région de l'Afrique du Sud. Franchement, les données qu'on a maintenant diffèrent énormément d'un pays à l'autre. Donc, je ne sais pas d'où vient la personne qui a posé la question, mais les pays qui produisent des questionnaires réguliers et qui arrivent à désagréger les données
sont déjà dans la situation que le participant a mentionnée. Donc, normalement, au début, le flux de migrants nous permet d'avoir des indications concernant les zones où les travailleurs migrants, les zones et les domaines, les secteurs où les travailleurs migrants ont la tendance à être plus présents. Par exemple, comme on l'a dit hier, un large pourcentage de femmes migrants finissent pour travailler comme travailleuses domestiques, par exemple. Et il y a d'autres statistiques qui sont plutôt orientées sur certains groupes et aux différents niveaux de discrimination ou de vulnérabilité que ces individus peuvent avoir. Par exemple, des femmes migrantes en travail domestique. Oui, je souhaiterais ajouter quelque chose. Donc, comme je l'ai dit, c'est important de établir le pays d'origine ou la nationalité du migrant. Par exemple, lorsqu'on a un questionnaire sur la main-d'œuvre, il faut établir ça au début. Donc, le pays de naissance, la nationalité. Comme ça, vous auriez vos indicateurs de marché de travail usuels. Vous allez les dégréger, mais sur la base de ces indications de nationalité. Ensuite, vous avez vos indicateurs de marché du travail usuels. Et ensuite, lorsque vous allez les désagréger, vous divisez migrants et non-migrants. Pour les classer, ensuite, on peut les classer concernant d'autres caractéristiques comme sexe, l'état civil et ensuite suite. Et l'objectif de la migration, le type de visa qu'ils ont utilisé pour entrer dans le pays ou des caractéristiques du travail qu'ils font. Donc, l'occupation, le contrat de travail. Donc, pour certains pays, il existe des questionnaires sur la main-d'œuvre qui incluent ces caractéristiques. Pour d'autres pays, on les a dans les recensements. Parce que dans certains pays, les questionnaires sur la main-d'œuvre, sur l'emploi en général, sont peu fréquents. Donc, si je peux parler aussi de la fréquence de la collecte de données, je continuerai en disant qu'il s'agit d'une question à aborder et ça dépend des sources qu'on utilise. Donc, par exemple, le recensement qui va arriver tous les 10 années, par exemple. Mais c'est une période très, très longue et entre-temps, tout peut changer. Mais il y a eu dans la région SADC encourageant les pays à avoir des questionnaires tous les 2 années pour la main-d'œuvre. Donc, maintenant, la COVID a interrompu cette fréquence, mais dans cette région, on dit au moins tous les 2 années. Donc, on peut établir dans les pays des périodes, des intervalles spécifiques.
Donc, on pourrait les collecter même sur une base plus fréquente, mais cela peut être plus difficile de les comparer parce qu'il y a des pays qui possèdent ces données, mais les utilisent pas pour produire des rapports ou des inventaires sur la migration de main-d'œuvre. Merci, Maria. Il y a une question intéressante, assez intéressante. Quel pays dans la région SADC savent utiliser les données sur la migration de main-d'œuvre mieux que les autres et pourraient être des moteurs pour montrer aux autres comment faire. Je dois répondre ou… Oui, oui, commence. OK. Je ne vais pas dire à quel pays performe mieux, mais je peux vous dire que l'Afrique du Sud a essayé d'améliorer les statistiques sur les migrations de main-d'œuvre et sur la main-d'œuvre en général. Donc, ils vont collecter les données tous les 3 mois pour certains modules de données. Donc, je ne sais pas si les données sur la migration de main-d'œuvre sont incluses dans ces collectes trimestrielles concernant l'occupation, l'emploi et dans le pays. Donc, il faudrait regarder. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut dire quelque chose de plus. Oui. Oui, je souhaiterais dire quelque chose. En 2012 et 2017, Statistics South Africa a utilisé ce module de collecte et il y a aussi 5 pays qui ont utilisé le module de migration de main-d'œuvre, de données sur la migration de main-d'œuvre du SADC. Mais disons que les produits et les documents existants nous permet de dire que les autres pays pourraient prendre inspiration et utiliser non seulement le travail fait par les pays SADC, mais aussi les indications à niveau international pour améliorer la collecte de données sur l'immigration de main-d'œuvre. Merci, merci. Oui, laissez-moi dire que la Namibie a décidé d'améliorer les données et la collecte des données sur les flux entrants. Je vois quelqu'un qui a la main levée. Théo, tu peux ouvrir le micro et intervenir si tu veux. Oui, merci Fernando. Merci, bonjour. Je suis Théo, un expert de migration de main-d'œuvre de Bureau Pretoria de l'OIT. Pour ce qui est de la dernière question, donc le module de la collecte des données sur la migration de main-d'œuvre de la région SADC est fondamental parce que cela peut aider à améliorer les statistiques sur cette question dans tous les pays. Mais je souhaiterais répondre à la question des quotas qui a été posée au début. Je ne sais pas s'il y avait référence à une région spécifique ou pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'au moment
On ne sait pas encore combien de pays utilisent et appliquent les quotas parce que cela dépend de la définition de quotas qu'on donne. Parce que ça, c'est normalement basé sur les informations du marché de travail. Je peux faire l'exemple au Royaume-Uni et même en Afrique du Sud peut être similaire ou bien ça dépend de ce que vous pensez. Donc, il y a des modules qui vont inclure les travailleurs migrants et d'autres qui vont les exclure. Donc, pendant le projet, on a discuté de cette matière, mais le fait, c'est qu'on n'a pas une vue claire. Donc, selon moi, les quotas, c'est une question qui est plutôt claire dans les pays au niveau de revenus. Donc, je souhaiterais continuer avec une autre question. Existe-t-il des données concernant des migrants qui ont été des victimes d'abus? Donc, en théorie, cela existe concernant, et cela dépend des différents pays, mais on peut regarder les données sur la traite des êtres humains. Les données sur le travail forcé peut être plus difficile à vérifier et à utiliser. Parce que à cause de sa nature, le travail forcé n'est pas fréquemment détecté et enregistré par les autorités. Donc, avoir des estimations et des données sur le travail forcé est plutôt difficile, même si l'OIT le fait. C'est différent d'avoir des données sur la migration de main-d'œuvre, bien sûr. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on a vraiment des estimations à niveau pays. Normalement, c'est des estimations à niveau régional. Et comme je l'ai dit, elle pourrait ne pas inclure des caractéristiques spécifiques de pays. Si je peux ajouter. Donc, pour aller au-delà du travail forcé, il y a des pays qui ont des questionnaires spécifiques pour avoir un cadre de ce qui arrive dans leur pays, pour avoir une idée, une photographie des situations illicites et abusives, par exemple des abus physiques ou sexuels, et ainsi de suite. Et c'est plus difficile de l'établir concernant les travailleurs migrants si on ne part pas de la nationalité. Donc, on pourrait désagréger les données concernant les nationaux et, les ressortissants et non ressortissants. Donc, à ce niveau, c'est possible. Et donc, on pourrait lancer des recherches et des enquêtes sur la violence dans le lieu de travail et ensuite désagréger les données par nationalité. Mais je ne sais pas si cela nous aiderait à comprendre si les travailleurs migrants sont compris dans ces statistiques.
Merci. On a encore quelques questions concernant l'obtention des données dans la région SADC. Donc, si on peut parler un petit peu plus de comment les données sont collectées, d'où elles sont collectées et quelles méthodes vous utilisez pour accéder à ces données dans la région SADC. Donc, je vais commencer. Comme on l'a dit, nous avons encouragé les pays de la région SADC à conduire des enquêtes sur le travail tous les 2 années. Il existe un module sur la migration de main-d'œuvre à l'intérieur de l'enquête. Donc, il faut le revoir parce que cela a continué pendant plusieurs années pour comprendre si c'est encore à jour. Donc, on encourage les pays à comparer leurs données pour la migration de main-d'œuvre. Et on a même encouragé les pays à commencer à travailler sur leurs données administratives et pas tous les pays l'ont fait, mais il y a des signaux que certains ont déjà commencé. Donc, on part des recensements de la population et on utilise des indicateurs du marché de travail. Et ensuite, ça dépend des sources de données auxquelles les différents pays peuvent s'adresser. Donc, notre équipe à Genève, on voit le questionnaire au pays. Comme je l'ai dit, ils vont collecter leurs données et vont faire tous les calculs à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si Jessie veut parler encore une fois de l'observatoire, peut-être. Perhaps just a few words to say that, I mean, there is no one authoritative source or method Il n'y a pas une seule source, disons. C'est la raison pour laquelle je crois nous avons cette base de données statistiques que nous envoyons aux pays pour les remplir avec les données nécessaires. Parfois, les données proviennent de sources administratives. Donc, nous voulons collecter des informations qui existent et je ne veux pas fâcher Maria, mais en tout cas, peut-être ils ne sont pas toujours les mêmes informations, mais en tout cas, il s'agit de données qui fournissent des indications sur les tendances au sein d'un pays, même si les informations sont limitées, c'est mieux que rien. C'est la raison pour laquelle les données que nous utilisons ne sont pas produites par nous, mais proviennent de ce qui est disponible, donc des sources qui existent. Il y a beaucoup de sources au-delà des sources que j'ai mentionnées. Voilà, c'est cela que nous encourageons au travers de l'Observatoire. Donc, nous voulons encourager les pays à utiliser le même questionnaire et cela pour avoir une base commune, des définitions communes. De cette manière, les informations que nous obtenons peuvent nous fournir des données, des implications politiques fiables. Voilà, c'est ce que nous faisons. Il y a une autre question que j'ai vue.
sur l'informalité, mais je laisse la parole quand même à Fernando. Je crois que nous sommes presque à la fin. Il y a une autre question concernant la disponibilité de données. Sur la violence et les abus sexuels, est-ce qu'il y a des données disponibles dans la région de SADC concernant ce sujet? Je ne sais pas si Théo peut-être a davantage d'informations. En tout cas, pour ce qui est de la base de données de l'OIT, je n'ai pas vu de données concernant ce sujet. Peut-être il y a d'autres services ou d'autres agences qui collectent ces données. Sachez que quand même, il y a d'autres données, d'autres agences qui collectent les données sur les migrants. Pour ce qui est de la violence et les abus sexuels, je ne sais pas. Oui, en effet, c'est un point très spécifique. Passons maintenant à la dernière question, plutôt au groupe de dernières questions. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer la disponibilité de données dans la région de la SADC? Peut-être vous pouvez terminer en donnant des informations, des recommandations générales sur comment améliorer la disponibilité des données dans la région de la SADC sur la migration de main-d'œuvre. Je peux commencer, peut-être ensuite Jessie peut terminer. Comme Jessie l'a mentionné et comme j'ai moi-même dit, il y a cette initiative et au travers de cette initiative, nous pouvons permettre aux pays d'utiliser leurs ressources. On peut leur fournir également de la formation sur la base des lignes directrices. C'est vrai que peut-être il y a mm, un manque de compréhension parfois. Donc, c'est vrai que les pays doivent tout d'abord comprendre les définitions et puis les pays doivent être encouragés, même de point de vue de ressources peut-être, pour inclure ces questions dans le questionnaire pour les travailleurs. Donc, nous avons encouragé les pays à utiliser tout d'abord le questionnaire disponible par le Bureau des statistiques et nous avons essayé de réviser ce questionnaire pour inclure les informations additionnelles. Donc, il faut vraiment essayer d'avoir une base commune, avoir un module commun qui puisse aider. Souvent, on entend des personnes qui disent qu'il n'y a pas de questionnaire pour les travailleurs migrants. Donc, parfois, les pays ont de difficultés parce qu'ils ne savent pas quel type de questions doivent être inclus. Donc, il faut vraiment réviser les documents existants et il faut intégrer les questions. Ce serait un point de départ. Et c'est vrai que nous avons déjà des mécanismes en place qui existent. Donc, il est important vraiment de faire un travail d'intégration. Il y a d'autres initiatives pour ce qui est des données administratives, mais en tout cas, il faut commencer quelque part et cela pourrait être un bon point de départ. Jessie, je te laisse la parole. Merci, Maria. Je crois que tu as dit presque tout, je ne veux pas répéter, mais j'aimerais souligner le fait que une des raisons de cette session et une des raisons à la base du cours spécifique sur les statistiques n'est pas de parler aux statisticiens et aux experts, mais je crois que il faut
vraiment parler à tout niveau. Il faut que tout le monde comprenne les péculiarités, les complexités qui sont à la base de la collecte de données, y compris dans l'économie informelle. Donc, au travers d'une enquête de ce type, on pourrait obtenir davantage d'informations. Il y a des méthodologies qui développent des façons de atteindre un nombre majeur de travailleurs migrants pour mieux refléter la réalité des travailleurs migrants dans le pays. Mais ce qui est important, c'est que ce processus doit être compris et faire en sorte que les nécessités soient claires. Donc, c'est vous que vous devez vous adresser ensuite aux statisticiens, aux producteurs de données, pour leur faire comprendre l'importance de la collecte. Et c'est pour cela qu'on parle d'intégration dans les processus existants. Donc, les données administratives, les modules devraient être standardisés d'une manière à pouvoir être associés à d'autres ou intégrés à d'autres mécanismes. Et voilà, merci. Je crois que Théodore a écrit un lien dans le chat box pour ce qui est de la question précédente sur les abus sexuels. Je crois qu'avec cela, nous avons terminé. Je voudrais remercier Maria et Jessie pour avoir éclairci ces points. J'ai vu beaucoup de commentaires intéressants, en tout cas. Donc, il y a des remerciements pour la présentation. Donc, je voulais juste ajouter que parmi les questions, il y a également des commentaires et des retours très positifs. Donc, j'ai eu l'impression que les participants ont bien aimé la session. Bon, je dirais que si, je ne sais pas si vous voulez mentionner encore quelque chose ou si vous avez des commentaires avant la pause, sinon on passe à la pause. Alors, je voudrais juste remercier pour cette opportunité de parler et je voudrais remercier également pour la participation active parce que vraiment les questions ont été nombreuses et ça a été un plaisir. C'est tout pour moi et je vous souhaite une bonne pause café, une bonne fin de semaine. Merci, merci beaucoup. Hicham, je ne sais pas si Hicham a des annonces ou s'il veut ajouter quelque chose ou on passe directement à la pause café. Non, je dirais que c'est bon, on peut passer à la pause café. Bien. Maintenant, c'est 10h37 heure de Pretoria. Bon, on se revoit d'ici 20 minutes pour pouvoir recommencer avec notre session. Je vous souhaite une bonne pause. On se revoit d'ici 20 minutes pile. Merci. Nous allons commencer notre session qui de uma atividade em grupo que nós faremos efetivamente a partir de amanhã d'une nouvelle activité de 10 dias de modo virtual. et il y aura 10 jours à votre disposition ensuite, mais on va en parler. Alors, nous allons commencer notre activité maintenant avec Gloria. Il y aura cette présentation concernant le Então, nós vamos a Glória e o Theo, la eles vão gouvernance
de la migration de main-d'œuvre dans la région de la SADC. Na verdade, Et on va voir un petit peu les résultats du rapport qui a été élaboré et on verra quelles seront les activités dans le futur. Et cet après-midi, vous allez recevoir un mail avec vocês vão ficar sabendo davantage d'informations sur certaines parties du rapport. Donc, vous aurez les détails également des prochaines activités. Glória, eu imagino que vocês têm uma apresentação, né? Gloria, je te laisse la parole. Je remercie tout d'abord pour la présentation. La présentation sera une présentation PowerPoint. Maintenant, je laisse la parole à Gloria et nous pouvons commencer notre deuxième session. Merci, merci chers collègues. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous voyez également mon écran? Yes, we can. Oui, on voit. Peut-être on devrait passer au mode de présentation, plein écran. Un instant. It's just in the perfect. Okay. Yeah, Can you see it like now? Very well, Okay. very well. Bien, est-ce que vous arrivez à voir? Très bien, très bien. Merci, chers collègues. Aujourd'hui, nous allons commencer un processus de 10-15 jours de travail ensemble sur la validation du travail de groupe qui sera ensuite publié le prochain mois. C'est un rapport qui contient beaucoup d'informations sur tous les sujets dont on a parlé cette semaine. C'est ce que nous appelons l'inventaire, le rapport inventaire sur la migration, sur le travail, inventaire du travail sur la migration de main-d'œuvre dans la région de l'Afrique du Sud. Et si vous voyez les objectifs principaux du rapport qui devra être rédigé pour mettre ensemble, disons, toutes les informations sur les politiques de migration de main-d'œuvre, sur le développement des politiques de main-d'œuvre dans la région de SADC. Donc, les objectifs principaux sont justement évaluer l'état l'état actuel de la migration de main-d'œuvre au niveau régional et le développement de politiques sur la gestion de la migration dans la région, évaluer l'état de ratification des normes internationales pertinentes à la migration de main-d'œuvre, synthétiser le travail sur les prestations de sécurité sociale pour les travailleurs migrants, identifier le travail sur le cadre de qualification qui pourrait être représenté un avantage potentiellement pour les travailleurs migrants et fournir un aperçu des tendances de migration de main-d'œuvre sur la base des données existantes. Donc, ce que nous devons faire dans cet exercice de validation, l'objectif de cet exercice de validation est de contrôler si les informations incluses sont correctes et les intégrer si possible. Donc, cela dépend également du temps que vous avez à votre disposition pour faire ce type de travail. Bien, on passe au prochain transparent. Bien, alors, aujourd'hui, nous allons distribuer 7 extraits, une pour domaine thématique dans les 3 langues. Et on va présenter également les questions et les programmes en termes de temps. Donc, vous aurez 7 extraits par domaine thématique en 3 langues et vous aurez ensuite tous les détails pour ce qui est des questions, la présentation des questions et le calendrier, disons. Les extraits seront envoyés par mail et seront également chargés sur les campus. Demain, il y aura un travail de groupe, donc il y aura des salles de travail. Les
Il y aura un facilitateur dans chaque salle. On va se rencontrer à la même heure d'aujourd'hui. Alors, il y aura une première discussion par délégation par pays. Donc, il y aura 16 salles de travail pour les 16 pays de la région de la SADC. On va vous demander de nommer, de désigner un modérateur, de vous organiser et planifier un petit peu le travail que vous allez faire pendant les 10-15 jours qui viennent. Ensuite, on va vous envoyer un document que chaque délégation utilisera pour travailler et le document sera également disponible sur l'e-campus. 10 jours après, alors vous avez 10 jours à votre disposition pour contrôler la pertinence et intégrer les informations, mais je vous demande vraiment de faire référence aux informations qui concernent votre propre pays. Et évidemment, le document devra être finalisé. Vous devez vous rencontrer virtuellement, évidemment, avec vos collègues pour finaliser le document. Vous allez ensuite organiser vos rencontres sur la base des disponibilités de chaque groupe et Sorry, Gloria, I have to mute you. You're still muted. OK. OK, bien. Maintenant, ça va? Alors, je disais que pendant ces 10 jours, on va vous demander de vous organiser une rencontre avec vos collègues pour finaliser le document Google. Et donc, peut-être pendant votre première discussion, vous allez déjà établir la date de cette rencontre. Et on va vous demander également de nommer un rapporteur qui va représenter votre pays et présenter les résultats de la discussion le 6 avril. Donc ensuite, on va se rencontrer à nouveau tous ensemble après ce travail de groupe. Et le 6 avril, vous aurez l'opportunité de faire une présentation de 5 minutes pour présenter justement les résultats de votre travail par délégation. Et n'oubliez pas de nous envoyer la synthèse ou quand même l'indication du travail que vous faites ensemble. Donc, vous devez nous mettre à jour concernant votre travail. Les documents additionnels, par exemple, que vous avez décidé de nous transmettre ou n'hésitez pas, en tout cas, à nous envoyer tout ce que vous pensez être nécessaire. Ici, il y a les 7 abstraits. Je ne vais pas entrer dans le détail. En tout cas, il s'agit de 7 domaines qui seront le sujet de notre travail. Et brièvement, je vais synthétiser les questions. Alors, les questions pour chaque domaine concerneront certainement la présence d'erreurs factuelles concernant les normes internationales du travail pour ce qui est du pays. Et s'il y a des commentaires concernant le rapport ou des suggestions pour l'amélioration, ensuite, on va vous demander si votre pays a ratifié les conventions 97, 143 et d'autres conventions corrélées, par exemple la 181 ou la 189, et si cela a modifié la législation nationale pour l'adapter à une mise en œuvre efficace. Mais cette question, c'est une question un petit peu plus optionnelle. Ce qui est important, c'est de travailler sur la recherche pour intégrer les informations des domaines thématiques qui seront, disons, nécessaires.
D'accord. Donc, recrutement équitable, même chose. Donc, il faut toujours vérifier que les faits sont corrects, qu'il n'y a pas d'erreur et d'avoir des informations additionnelles. Même chose pour ce qui est des accords bilatéraux, de la protection sociale, reconnaissance des qualifications, des statistiques sur la migration de main-d'œuvre internationale, ce qu'on a entendu aujourd'hui de nos collègues. Donc, on va vous envoyer ce PowerPoint avec les questions pour vous orienter dans le travail et on va inclure ces questions aussi dans le document Google qui vous sera envoyé. Maintenant, je vais laisser plutôt la parole à Théo et à Myriam pour compléter l'explication du travail à faire et vous donner quelques informations ultérieures. Théo, vas-y. Merci beaucoup, Gloria. Tu as dit presque tout ce qu'il y avait à dire pour ce travail, en effet. Laissez-moi ajouter une petite bémol. Donc, en regardant les extraits sur les 7 arguments, et en particulier, je le dis, pour ce qui est des politiques, il y a beaucoup d'informations pays que vous devez vérifier. Pour ce qui est des autres arguments, par exemple, la reconnaissance des compétences, il y a vraiment peu d'informations pays concernant la région SADC. En ce cas, la première question donc, ne sera pas faite à niveau pays, peut-être à niveau régional plutôt. Parce que la documentation donnant les faits, les informations naissent à niveau régional. Donc, ça serait très positif pour le projet et pour le travail. Donc, les groupes pays peuvent faire, je leur demande un petit effort pour complémenter ces documents. Donc, parce que, comme je l'ai dit, on n'a presque pas d'informations au niveau pays sur cet argument. Et donc, si les délégations pays peuvent compléter ce niveau, ça serait génial. D'accord, Gloria, à toi la parole. Merci. Peut-être Myriam, tu veux ajouter quelque chose? Tu es avec nous, Myriam? Non, Myriam, pour l'instant, n'est pas présente. Mais vérifions. Myriam? Non, parce qu'elle avait un autre affaire urgente à couvrir. Donc, je crois que l'étape ultérieure, ça sera l'envoi des extraits aux participants. De cette manière, vous pouvez devenir un petit peu plus familier avec ces types de documents et leur contenu avant la discussion de demain. Donc, cette session ne sera pas comme les autres. Donc, on va juste vous expliquer les étapes ultérieures, les prochaines étapes. Donc, vous allez recevoir maintenant les extraits sur vos courriers électroniques. Donc, vous devrez les lire et être prêt à recommencer le travail de groupe demain matin, comme tous les jours, à 8 heures. Et alors là, vous serez divisé par groupe. Et aujourd'hui, nous allons utiliser
l'heure jusqu'à, disons, 11h30 ou 2h30 à la lecture des documents que vous allez recevoir. Donc, ça serait une bonne idée aussi de poser des questions maintenant, peut-être. Et je vous encourage à utiliser la chat pour demander des clarifications sur quelques points qui ne sera pas trop clair concernant le travail que Gloria vient d'expliquer. Donc, n'hésitez pas. Gloria and Theo, we would like to add anything else about the report or maybe any specific point that you would like to detail a little bit while we wait for questions in the chat. En attendant, je ne sais pas si vous voulez ajouter des points ou des questions. Nous n'avons pas parlé avant, mais nous allons distribuer les extraits sur toute une série de sujets et ces sujets seront le focus principal du travail de groupe. Donc, il y aura des informations et ce sont des informations qui sont même disponibles dans le rapport. Et alors, je ne sais pas si peut-être on devrait mettre à la disposition le rapport complet. Peut-être ce serait utile. Je ne sais pas si d'après vous, c'est mieux de donner même le rapport parce que peut-être c'est bien d'insérer les extraits dans le rapport. That can be done, Theo, as long as D'accord, Théo, on peut le faire si c'est clair pour tout le monde. Que le rapport ne doit pas être lu du début à la fin. Donc vous devez lire les extraits, donc vous devez vérifier et, si possible, compléter les informations à l'intérieur de l'extrait, pas dans tout le rapport, bien sûr. Le rapport ne sera qu'une référence pour vous. Donc, on peut toujours trouver des chercheurs qui peuvent compléter les informations si vous n'en avez pas à portée de main. Donc, je sais que vous avez tous des travaux qui vous prennent toute la journée, beaucoup de temps, donc il ne faut pas exagérer avec les consignes. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des sections qui sont plus faibles, pour ainsi dire, sur la reconnaissance des qualifications, par exemple. Et donc, voyez si c'est possible de votre part de compléter ces informations. Alors, il y a une question concernant les sources d'informations pendant la vérification et l'ajout d'informations. Donc, quelles sont les sources d'informations et s'ils doivent mentionner les sources? Oui, tout à fait. Envoyez-nous les documents originels si possible, parce que bien sûr, il faut vérifier les sources aussi. Donc, il faut vérifier même le document. Donc, si vous possédez de la documentation gouvernementale originale ou bien des documents qui peuvent prouver que le travail continue, par exemple, c'est beaucoup mieux pour nous. Merci. Autre question importante concernant cette activité.
Donc, une partie sera faite sur la plateforme du campus, sur le café virtuel. Donc, ça sera l'un des lieux de discussion de cette activité. Donc, je conseille aux participants qui n'ont pas encore accédé à la plateforme eCampus, ils devraient le faire pour utiliser même cette section de café virtuel. Donc, vérifiez juste d'avoir toutes les indications d'utilisateurs et de mots de passe. Et si vous ne l'avez pas, écrivez-nous de cette manière. Nous aurons l'opportunité de vous assister, de vous aider. Donc, je vais poster, voilà, notre mail pour tout renseignement. Pour ce qui est des langues, donc, pour chaque pays, on va utiliser, bien sûr, la langue officielle. Donc, pour Angola, on aura le portugais, pour l'Afrique du Sud, l'anglais, et ainsi de suite. Donc, on va procéder par langue du pays. Je regarde encore la chat pour voir les commentaires et toutes questions ultérieures. Donc, si je ne m'abuse pas, on a répondu à toutes les questions. Donc, peut-être que quelqu'un a une mauvaise connexion. Donc, vous pouvez répéter un petit peu comment répondre aux questions contenues dans le PowerPoint. OK. Donc, peut-être on peut poster le PowerPoint aussi. Ce serait une bonne idée dans les 3 langues, si possible. De cette manière, les participants peuvent avoir le calendrier de cette activité très clair et à portée de main. Comme je l'ai dit, chaque section contient des questions plus vastes, donc la vérification des informations pays contenues dans chaque extrait. Chaque extrait concerne l'un des arguments touchés pendant le cours. Donc, on a dit il y en a 7 spécifiques. On va vous donner aussi le rapport tout entier, juste pour référence, donc pour comprendre comment les extraits rentrent dans ce rapport. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à revoir tout le rapport, c'est juste pour référence, ça c'est clair. Donc, ça, c'était pour la première question, donc vérification des faits. La deuxième et la troisième sont plus spécifiques concernant des informations additionnelles. Donc, si vous pensez avoir du temps supplémentaire, parce que cela demande beaucoup de temps, et vous pouvez chercher des informations complémentaires aux extraits, ça sera mieux. Donc, si vous ne pouvez pas le faire, pas de problème, mais si vous pouvez, ça sera apprécié. Donc, la chose la plus importante reste la première question, donc la vérification des informations pays. Donc, si possible, lorsque vous vérifiez les informations, envoyez-nous les documents originels où vous avez trouvé
les informations ou si une modification est nécessaire, la même chose, envoyez-nous le document originel attestant le changement que vous avez retrouvé par rapport aux extraits et aux informations y comprises. The presentation, Gloria's PowerPoint. D'accord. Donc, on va envoyer le PowerPoint dans la mail d'aujourd'hui. Donc, vous allez avoir tous les repères du calendrier de l'activité, les questions, et ainsi de suite. So, I think if we don't have more questions, D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, on peut clôturer la session d'aujourd'hui. Peut-être Hicham a des annonces à faire. Donc, je lui laisse la parole. Yes, thank you, Fernando. Oui, I see- merci Fernando. But I see in the chat, there's several questions. Donc, je vois que la chat contient plusieurs questions concernant l'accès à la plateforme. Ne vous inquiétez pas parce que nous avons So what we are going to do is to make sure that we have the correct emails. Nous avons Most of you check the emails, and this afternoon you will be receiving la liste de ceux qui ont eu des difficultés et donc nous allons avoir Don't be tout ce qui est nécessaire pour vous répondre. so you will all be receiving. Donc, vous allez recevoir toutes les indications. I think that's it. Ne vous inquiétez pas, vous aurez accès. Merci Fernando. thank you very much, Ashan. Thank you. Merci beaucoup. Thank you for all your participants. Merci à vous tous. I think with that, we're getting to the end of today's session. D'accord, donc c'est la fin de la session d'aujourd'hui The real time part, because it is en temps réel, disons, parce que vous allez utiliser cette deuxième partie pour la révision du matériel. Donc, on va l'envoyer via email et on se revoit demain matin à 9 heures, temps de Pretoria, donc comme d'habitude. Donc, je vous souhaite une bonne continuation de journée. Et donc, on va se revoir ici demain matin. Et merci beaucoup, merci à tous. Et à demain matin. Merci.